Du sang, encore du sang et des bleus. Mon Léo a eu le souffle coupé par ce coup. Élise fusilla du regard les yeux froids de l'institutrice madame Dubois, sa voix tremblant de rage et de désespoir. Mais où regardez-vous? Comment pouvez-vous laisser ce Damien et sa bande faire une chose pareille? Madame Dubois se contenta de pincer les lèvres. Calmez-vous, mieux vaut ne pas chercher querelle au père de Damien, vous savez bien. Antoine Chevalier est notre principal donateur. Votre Léo l'a provoqué lui-même. Il a jeté un cube, cassé un jouet coûteux. Il se défendait. Ce sont eux qui l'ont poussé, qui lui ont jeté des cubes les premiers. Vous êtes responsable des enfants. Pourquoi le laisse-t-on se faire frapper? Quant aux jouets chers à l'école, c'est à leur risque et péril. C'est comme mettre un vase en cristal sur un circuit de course. Un NSE n'est pas le service après-vente ici. Occupez-vous plutôt de son éducation. Ricana l'institutrice. Hennechen, vous savez quoi? Je regrette de lui avoir appris à être gentil. Cracha Élise. On ne négocie pas avec le mal. La bonté doit savoir se défendre, et si je vois ne serait-ce qu'un bleu de plus, je vais à la police. Nonel tourna brusquement les talons, laissant madame Dubois déconcertée. Une dure journée à l'hôpital, où Élise travaillait comme médecin généraliste, l'avait épuisée. Une équipe d'ouvriers du bâtiment gravement intoxiqués le matin, puis la file d'attente interminable des consultations, tous voulaient la voir, elle, le docteur Simon. Et maintenant, encore cette douleur pour son fils, cette peur qui lui serrait le cœur. Elle s'effondra sur un banc dans le parc, essayant de calmer ses tremblements avant de rentrer chez elle, dans l'atmosphère étouffante de l'appartement où l'attendait Vincent, son mari éternellement insatisfait et au chômage, et une montagne de vaisselle sale d'un Siléo, son fils en CE1 ne l'attendait pas. Elle serait restée assise là éternellement, à écouter les oiseaux, à respirer l'air chaud de mai. Mais son cœur de mère la ramenait vers son fils. Il était trop bien élevé pour résister à l'insolence de Damien Chevalier et de ses acolytes. « Hennesch toi, je te le permets », lui avait-elle dit récemment en regardant sa lèvre fendue et ses égratignures, retenant à peine ses larmes. « Frappe ce voyou en plein dans sa figure insolente, ne te laisse pas faire. » Mais maman, je pourrais ne pas maîtriser ma force. Je pourrais lui faire mal, la regarder son fils, surpris. « Net, toi, tu n'as pas mal? Est-ce qu'il a pitié de toi, lui? Va voir papa, qu'il t'apprenne à te défendre, » explosa Élise. J'ai demandé. Il a dit qu'il ne s'était jamais battu et qu'il ne me le conseillait pas. Haussa les épaules. Léo non, Nil, ne fallait attendre aucune aide de Vincent. Son indifférence la tuait. Le ressentiment grandissait comme une boule de neige. « Maman, j'ai faim. » Léo sortit de sa chambre. « J'ai fait mes devoirs. J'ai même rangé ma chambre. » Élise entra dans la chambre d'enfant. Un ordre parfait. « Mon petit trésor, mais tu n'as pas mangé les boulettes et la purée. J'en avais laissé pourtant. Il n'y avait rien. J'ai bu du thé avec des biscottes, » dit doucement le fils. La poêle et la casserole sale dans l'évier disaient tout. Élise fit irruption dans le salon où Vincent, vautré sur le canapé, regardait le football en buvant de la bière. 3 bouteilles vides traînaient déjà par terre. « Allez, mais où tu vas, espèce de pied carré !» hurlait-il à la télévision. « Vincent, pourquoi as-tu mangé toutes les boulettes? L'enfant a faim, c'est déjà le soir. Pourquoi tu ne lui as même pas fait cuire un peu de semoule ?» explosa Élise. « Ça te dérange ?» plissa-t-il les yeux. « Non, ça ne me dérange pas. Il y en avait pour tout le monde. Léo a faim. Je suis sa grand-mère pour lui faire la popote ?» ricana Vincent. « Il n'a pas dit qu'il avait faim. Il est petit. Il n'a que 8 ans. Il y a des raviolis au congélateur. C'était si difficile d'en faire cuire. Alors cuisine toi-même, » bougonna le mari. « Voilà madame qui donne des ordres. Figure-toi que je cherche du travail. Tu vois, j'ai mis mon CV en ligne. » Il agita son téléphone. « On va bientôt m'appeler. Et pourquoi tu as démissionné du magasin? Il voulait me piéger, me faire porter le chapeau pour un déficit. Et à mon ancien travail, le patron m'a viré. Je ne lui plaisais pas dès le début. J'étais plus malin que lui. C'est pour ça qu'il avait peur, » mentait-il effrontément. « Bien sûr, » dit Élise fatiguée en ramassant les bouteilles. « Quel exemple donnes-tu à ton fils? Tu te fiches qu'on le frappe. Un raté, pensa-t-elle, craignant une nouvelle dispute. Jusqu'à tard dans la nuit, elle prépara le dîner,
le déjeuner pour le lendemain. En s'endormant, elle se réjouissait d'aller travailler demain, loin de cet homme dont l'univers s'était rétréci au canapé, à la télévision et à la bière. Le matin, après avoir accompagné son fils, elle se dirigeait vers l'hôpital. « Simon, Élise, attends !» une voix du passé. Elle n'avait pas entendu son nom de jeune fille depuis 9 ans. Elle se retourna. Valérie Moreau, une ancienne camarade de fac qu'Élise avait aidée pendant les examens. Valérie était resplendissante. Tailleur coûteux, chaussures de luxe, coiffure impeccable. Valérie, salut, combien d'années, tu es magnifique, tu as épousé un millionnaire. Bonjour ma chère. Valérie lui fit la bise. Un peu de ça. Mari riche, travail bien payé, dans une clinique privée. C'est là que je l'ai rencontré. Mais toi, on ne dirait pas que tu es satisfaite de ta vie, toute renfrognée. Où travailles-tu? Mari fainéant, fils adorable, je trime dans un hôpital public ordinaire comme généraliste. Et moi qui pensais que tu étais déjà chef de service. Tu étais la meilleure de la promo, s'exclama Valérie. Tu tires le diable par la queue, regarde-toi. Tu manques d'argent? Les problèmes ne manquent pas, répondit Élise d'un air abattu. Mon mari s'est éloigné. Léo se fait frapper à l'école. Je travaille comme une forçat. Viens dans le privé, comme moi, conseilla Valérie. C'est une toute autre vie. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et qui soignera mes patients? On me respecte là-bas. J'y vais pour me ressourcer. Beaucoup n'ont pas les moyens d'aller dans des cliniques privées. Partir, ce serait les trahir. Et me trahir moi-même. C'est toi qui vois, mais pense à ton fils. Si tu changes d'avis, appelle-moi. On a besoin de gens comme toi. Les amis se serrèrent dans les bras. L'une retourna à sa vie confortable, l'autre courut là où on avait besoin d'elle. Élise prenait sa garde de 24 heures. Les mots de Valérie résonnaient dans sa tête. Peut-être avait-elle raison. Qu'est-ce qui se passe, Claire? Tu as l'air effrayée? Demanda Élise à l'infirmière, en prenant son stéthoscope pour la tourner. Pendant votre absence, un homme riche est arrivé, chuchota Claire. Il est dans la chambre du docteur Olivier. Eh bien, Olivier l'a examiné. Aucun signe de la maladie dont il se plaint. Les analyses sont parfaites. Olivier l'a traité de simulateur et lui a demandé de libérer la chambre. Il a dit ça comme ça, c'est bien son genre, sourit Élise. Et ensuite, scandale, le médecin-chef est arrivé en courant. Il a ordonné de le transférer dans votre service pour des examens complémentaires. Ce Richard prétend avoir des problèmes d'estomac, des nausées, pas d'appétit. Mais je l'ai vu moi-même dévorer des croissants à la cafétéria. Il y a quelque chose de louche, docteur Simon. Un imposteur. Il se cache de quelqu'un. Son téléphone est éteint. Il ne reçoit personne. Le docteur Olivier a été privé de prime à cause de ce malotru. Soyez prudente. Merci, Claire. Retourne à ton poste. Je vais m'en occuper. Apporte-moi son dossier. Après avoir lu la note d'Olivier et examiné les analyses, Élise était d'accord. Pas de diagnostic. Rester à vérifier par elle-même. Mais faire partir ce riche entêté ne serait pas facile. Quelle ne fut pas sa stupeur lorsqu'elle vit devant elle Antoine Chevalier, le père de ce même Damien qui terrorisait Léo. Élise serra les poings, mais se ressaisit. Maintenant, il était son patient. Qui vois-je? Docteur Simon, sourit faussement Chevalier, craignant manifestement de perdre son lit dans cet hôpital public. Pourquoi? Cette question s'ancra dans son esprit. Bonjour à tous. Élise salua la chambre sans distinguer Chevalier. Commençons par le nouveau venu. Quelles sont vos plaintes? Eh bien, faiblesse, vertige, nausée, pas d'appétit, débita le riche. Et pourquoi n'en avez-vous pas parlé au docteur Olivier en vous plaignant uniquement de l'estomac? Demanda-t-elle. Chevalier rougit. C'est venu cette nuit. Et aussi, je voulais m'excuser pour Damien. Il grandit sans surveillance. Je vais bientôt m'occuper de son éducation. Élise comprit. Il cherchait à la flatter pour rester. « De quoi fuyez-vous donc, monsieur Chevalier ?» pensa-t-elle. À voix haute, elle dit « Ce serait une bonne chose. Auscultons vos poumons, vérifions votre tension. » La tension était légèrement élevée, sans doute par peur d'être expulsée de l'hôpital. Élise prescrivit des analyses, un régime strict et une série d'injections. Dans l'ensemble, ce n'est pas si mal, compte tenu de votre charge, monsieur Chevalier. Au suivant. Merci, docteur Simon, se réjouit Chevalier. Je vous ferai un beau cadeau. Je n'ai besoin de rien,
C'est mon travail, coupa Élise, se sentant mal à l'aise devant les autres patients. Neil faisait étouffant dans les chambres. Élise demanda d'ouvrir les fenêtres pendant le déjeuner et s'installa sur le rebord de la fenêtre avec un café. Dehors, un employé balayait la cour, la concierge, tante Clara, plantait des œillets d'Inde. Un SDF du coin, Adrien Martel, l'aidait pointant à ce jaune à Adrien, si on pouvait te marier à une femme bien, ta vie s'arrangerait, disait tante Clara Ponteo. Non, mais qui voudrait de moi, un pauvre type, soupira Adrien. Elles veulent toutes des princes charmants. Leur travail avançait bien. Élise connaissait l'histoire d'Adrien. Orphelin, dépouillé de son appartement par des parents avides, il avait failli aller en prison sur une fausse accusation. Maintenant, il vivait de petits boulots à l'hôpital dans une soupente en demi-sous-sol. On le payait en nourriture et en vêtements pour son aide. Alors, on admire Adrien, plaisanta le médecin-chef, docteur Martin entrant sans bruit dans le bureau des médecins. Non, je prenais juste l'air à la fenêtre, répondit Élise. Parfois, j'ai honte de ma propre morosité quand je vois combien c'est dur pour d'autres. Bon, on va à la réunion. La garde du soir s'annonçait calme. Élise appela son fils. Salut, comment ça va? Tu as fait tes devoirs? Tu as mangé? Salut, maman. J'ai fait mes devoirs, le contrôle de maths était facile. J'ai réchauffé la soupe, fait la vaisselle. Tu es fatigué? Je vais me coucher. Accord. Bonne nuit, répondit Élise et raccrocha. Elle ouvrit la fenêtre. Une brise de mai sentait la verdure. La lune éclairait faiblement la cour. Et soudain, une conversation à voix basse sous sa fenêtre, une voix, celle d'Antoine Chevalier, la seconde, basse, effrayée. Elle ne voulait pas écouter aux portes, mais il faisait chaud dans le bureau. Élise essaya de lire, mais des bribes de phrases lui parvenaient. « Je t'ai dit que c'était sûr, personne ne te soupçonnera, » persuadait Chevalier. « Je me suis fait hospitaliser exprès pour me fabriquer un alibi. Cette toubib de Simon est tellement stupide qu'elle m'a même prescrit des analyses. Vous savez quoi, n'osez pas parler comme ça du docteur Simon, c'est une femme bien, elle a eu pitié de vous. » S'indigna bruyamment l'interlocuteur. « Mais ne crie pas si fort, quelqu'un va entendre. » Siffla Chevalier. « Ponnen. » Élise reconnut la seconde voix. « Adrien, que voulait ce riche à ce pauvre SDF? Et puisque son nom avait été prononcé, écoute-moi bien, idiot, je te propose une affaire. » Chevalier s'efforçait de parler bas, mais le vent portait ses mots. « J'ai un restaurant français, tu dois y mettre le feu, de préférence quand il n'y aura pas de lune. »« Pourquoi voudriez-vous mettre le feu à votre propre restaurant ?» s'étonna Adrien. « Ah non, désolé, je ne tremperai pas dans des affaires criminelles. Tu ne sais pas encore combien je vais te payer, » ricana Chevalier. « Assez pour une petite maison au bord de la mer. » Sérieusement, et où est l'arnaque? Chut, toi. Ce restaurant, je l'ai vendu à un Richard. J'ai reçu un gros acompte déjà dépensé. Mais l'acheteur roule sur l'or. Et moi, j'ai besoin d'argent, je suis au bord de la faillite. En plus, le restaurant est assuré pour une somme astronomique. S'il brûle, j'aurai l'assurance et l'acompte. Tu comprends, je vois, mais j'ai peur. Je n'ai jamais fait de mal aux gens. Ce n'est pas faire du mal, c'est rendre service à son prochain. Accepte, c'est du gâteau. Je ne peux pas trouver quelqu'un d'autre. Et tu sais ce qu'on fait des témoins? Dit soudain Chevalier d'un ton sinistre. Parfois, ils disparaissent sans laisser de traces. Toi, personne ne te cherchera. Qu'est-ce que vous insinuez? S'indigna Adrien. Je pense que tu as compris, ricana méchamment Chevalier. C'est pour ça que je t'ai choisi. J'ai pris mes renseignements. Alors choisis, la maison au bord de la mer ou une fin tragique. Je veux vivre, murmura Adrien, visiblement brisé. D'accord, je le ferai. Mais fichez-moi la paix, espèce de salaud. Voilà qui est mieux, siffla Chevalier. Attends mes ordres. Maintenant, va-t'en et tais-toi. Élise était sous le choc. Maintenant, elle comprenait pourquoi Damien Chevalier se comportait comme un monstre, avec un père pareil. Le lendemain matin, après avoir terminé sa garde, elle s'apprêtait à rentrer. À la sortie, elle tomba sur Adrien. La conversation de la veille lui revint en mémoire. « Adrien, il faut qu'on parle, écartons-nous. » Ils s'assirent sur un banc. « Écoute, hier,
j'ai entendu malgré moi votre conversation avec Chevalier. À propos de l'incendie, c'est dangereux pour toi de participer à ça. Refuse. Et vous n'avez pas honte d'écouter aux portes ?» sourit Adrien. Il était touché qu'elle s'inquiète pour lui. Il l'appréciait depuis longtemps. « Tu plaisantes ? C'est sérieux !» s'enflamma Élise. « Il s'est assuré un alibi. Il niera tout. C'est toi seul qui seras coupable. Il n'y aura pas de maison. Tu crois vraiment que cet avare te donnera autant? Il te livrera à la police et ce sera tout. Et je dirai qu'il m'a fait chanter, répondit naïvement Adrien. Et qui croira-t-on? Le riche, donateur de l'école, ou toi, le SDF au passé trouble? Pardonne ma franchise. À ces mots, le jeune homme pâlit. Il regarda Élise comme s'il la voyait pour la première fois. Je n'y avais même pas pensé. Élise, merci. Tu es une vraie amie. On peut se tutoyer? Bien sûr, acquiesça-t-elle. Et on te trouvera du travail. Il y a plein de métiers pour des mains habiles et une tête bien faite. Merci, dit doucement Adrien. Tu peux rentrer chez toi, tu es fatigué. Et moi, je vais tout de suite refuser cette arnaque. Qu'il aille chercher des pigeons ailleurs. Ils se séparèrent, tous deux soulagés. À la maison, Élise ne trouva pas son mari. « Papa est là ?» demanda-t-elle à Léo, qui prenait son petit déjeuner avant l'école. « Je ne sais pas. Quand je me suis réveillée, il n'était pas là. Pas de mots. Peut-être qu'il a trouvé du travail ?» se réjouit Élise. « Bizarre qu'il n'ait pas appelé. Ce soir, on aura une surprise. Préparons un bon dîner. Super. La fête !» sauta Léo. Mais le soir, Vincent leur réserva une autre surprise. Il arriva ivre-mort, sentant un parfum féminin inconnu, avec une nouvelle coupe de cheveux. La table dressée ne l'intéressait pas. « Vincent, où étais-tu? Tu t'es fait couper les cheveux. C'est toujours moi qui te les coupés. Quel travail! On m'a appelé hier, mais ça payait mal. J'ai refusé. J'étais chez ma maîtresse. C'est elle qui m'a coupé les cheveux. Elle a dit que j'avais une coupe de vieux. Ce n'est pas drôle. Pourquoi as-tu refusé ce travail? Tu crois que l'argent va tomber du ciel? C'est toi qui es habitué à trimer pour des clopinettes. Moi, je me respecte. Bon, je vais dormir. Je n'ai pas faim. » Il se dirigea en titubant vers la chambre, sans enlever ses chaussures sales. Élise lui retira ses chaussures. C'était blessant. Elle avait espéré un changement en vain. Les miracles n'existent pas. Ils dînèrent tous les deux avec son fils. Léo comprit tout de suite. La fête était annulée. « Maman, ne sois pas triste. Quand je serai grand, je deviendrai riche, et tu n'auras plus à travailler si dur. »« Merci, mon fils, » répondit doucement Élise, cachant ses larmes. 2 jours plus tard, Élise retourna au travail. Tante Clara s'approcha d'elle. « Tu imagines, ma petite Élise, Adrien a disparu, » annonça-t-elle, agitée, sa soupente est rangée, ses affaires pliées. Mais lui, plus là. Son téléphone sonne, mais il ne répond pas. Il se serait mis à boire? Pourtant, il ne boit presque jamais. Je suis allée à la police, j'ai fait une déclaration. Le cœur d'Élise se serra. Elle sentit instinctivement que Chevalier y était pour quelque chose. Première chose, aller voir le riche patient. Mais le lit de Chevalier était vide. « Où est monsieur Chevalier? Il est sorti ?» demanda-t-elle au voisin de chambre. « Quoi? Vous vous êtes attaché à lui ?» grimaça un patient âgé d'un air sarcastique. « Parce qu'il est riche, faut lui soutirer de l'argent? Faire peur à quelqu'un au point qu'il change de médecin et déménage dans une chambre particulière où le séjour coûte un bras. Il était livide après votre conversation, et ça se dit, médecin. C'est un homme bon, lui. Regardez, il nous a acheté un jeu de backgammon. Mais qu'est-ce que vous racontez? Quand est-ce que j'ai réclamé de l'argent? Pour de tels propos, on peut vous poursuivre. » Furieuse, Élise sortit de la chambre en trombe .nl, monta à l'étage supérieur, vers l'unique chambre VIP. Elle entra sans frapper. Chevalier était assis dans un fauteuil, buvant du café avec des pâtisseries, à côté, fruits de mer, une bouteille de vin cher .non, qu'est-ce que ça signifie? S'exclama Élise, stupéfaite. Qu'on vous soigne, on vous soigne, et monsieur viole son régime, et vos douleurs, votre faiblesse? Un chevalier sursauta, renversant du café sur son t-shirt immaculé. Il la regarda avec effroi, mais reprit aussitôt un air arrogant. Cependant, sa panique fugitive n'échappa pas à l'attention d'Élise. « Mais honnête, qu'est-ce que c'est que ces histoires que vous racontez partout, comme quoi j'aurais exigé un pot de vin?
Les gens me regardent de travers. Et ça, après que je vous ai permis, faux malade simulateur de rester. Mon collègue avait raison. Un niachoune, je fais ce que je veux, tout est payé, aboya Chevalier. Et vous n'êtes pas mon médecin traitant, c'est votre chef qui s'occupe de moi personnellement, compris. Alors fichez le camp de mes appartements, madame, le maître est en train de dîner. Il eut un rire gras et déplaisant. Ni un aile ne put supporter cela. Je vais signaler ça. Et aussi, où est Adrien? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je sais que vous l'avez menacé, que vous lui avez ordonné de mettre le feu au restaurant. J'ai entendu votre conversation. Répondez. Elle tremblait littéralement de colère. « Es-tu net alors ?» demanda Chevalier d'un ton narquois. « Qu'est-ce que tu vas me faire, petite prétentieuse? Qui es-tu et qui suis-je? Je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Je ne connais aucun clochard. Nen, comment savez-vous que c'est un clochard? Vous avez pris des renseignements ?» rétorqua Élise. Ten, un Chevalier, écarquilla les yeux, réalisant qu'il avait parlé trop vite. Il se leva furieusement, le reste du café se déversant sur son pantalon cher. « Que le diable t'emporte !» hurla-t-il. « Dégage d'ici, fouineuse, tu ne prouveras rien, tu ne vas t'attirer que des ennuis, et ton clodo, tu peux toujours courir après. Si mon fils s'en prend à ton avorton, ce n'est pas une raison pour te venger sur moi, espèce de toubib. » Nélise tourna les talons et sortit en claquant la porte. Derrière elle fusaient des injures ignobles, mais non, à l'heure du déjeuner, les rumeurs sur le scandale s'étaient répandues dans tout l'hôpital, et non. Simon, le docteur Martin vous demande. Il n'est pas de bonne humeur, dit Claire Poinendance, le bureau du médecin-chef, le tonnerre grondé. Simon, comment as-tu pu gâcher les relations avec un homme aussi influent? Il va nous envoyer des inspections. Tu t'es déchaîné. Tu lui as parlé grossièrement. Tu l'as accusé de tous les maux. Tu as exigé de l'argent, hurlait Martin, tout rouge. Ce n'est pas vrai. Qu'il le prouve, on peut accuser n'importe quel médecin comme ça. Vous devriez protéger votre personnel, s'indigna Élise. Cet imposteur a ses entrées au ministère. Pour l'instant, prends un congé sans solde. Tu es suspendu jusqu'à nouvel ordre. Élise n'en croyait pas ses oreilles. En quittant l'hôpital, elle sentait les regards de ses collègues dans son dos. Quelqu'un avait-il vraiment cru Chevalier? Elle sortit son téléphone, composa le numéro d'Adrien, des tonalités, un espoir, et soudain le faible son d'une clochette, la sonnerie d'Adrien. Quelque part près d'ici, sans raccrocher, Élise se dirigea vers le son. Il s'intensifiait. Dans un petit ravin, sur un tas de gravats, gisait un homme. « Hé, vous êtes vivant ?» Elle descendit un peu. La sonnerie retentissait tout près. L'homme bougea, gémit. C'était Adrien. Quelqu'un l'avait sauvagement battu. Adrien, mon Dieu, tu m'entends? Je vais appeler une ambulance. Non, personne, répondit-il d'une voix rauque. Docteur Simon, comment m'as-tu trouvé? J'ai appelé, répondit-elle, lui bandant la tête avec son écharpe. Tu peux te lever, je vais appeler un taxi. Adrien hocha la tête. Les os étaient intacts. Dieu merci, je vais te tacher avec mon sang, s'inquiéta-t-il alors qu'elle lui offrait son épaule. Tu as trouvé de quoi t'inquiéter. Allons-y doucement, 1, 2, on y va, l'encouragea-t-elle. 5 minutes plus tard, un taxi arriva. Après avoir donné l'adresse, Élise installa prudemment Adrien sur la banquette arrière. Il perdit de nouveau connaissance. Il reprit conscience chez elle, dans un lit, vêtu de propre, la tête bandée. « Salut, tu as dormi longtemps. Il est déjà midi. » Élise entra et ouvrit la fenêtre. « Comment suis-je arrivé ici ?» demanda Adrien. « Le chauffeur de taxi et moi t'avons porté. Ensuite, je t'ai lavé, je t'ai mis un pyjama de mon mari. » Adrien rougit. Son estomac gargouilla. « C'est l'heure de manger. Je vais te donner à la cuillère. Tu as une forte commotion. Tu ne dois pas te lever, prévint Élise. Je ne sais même pas comment te remercier. Je serais mort là-bas, dans ce trou. » soupira Adrien. « Ne t'inquiète pas. Tu as eu de la chance. Que s'est-il passé? Je ne sais pas moi-même. Je suis sorti de l'hôpital. Je suis passé par les cours pour aller au magasin, dans une ruelle, un coup sur la tête par derrière. Et puis, tu m'as trouvé. Ils m'ont sans doute jeté là pour mourir. C'est brut. Je suis sûre que c'est l'œuvre de Chevalier, dit fermement Élise. C'est à cause de lui qu'on m'a mise en congé sans solde. Je pense qu'ils vont me virer. Le salaud,
s'exclama Adrien et tenta de s'asseoir, mais bascula maladroitement sur le côté. Reste couché, je te dis, s'effraya Élise, lui en serrant la tête pour qu'il ne se cogne pas. Mais à cet instant précis, Vincent passa la tête dans la pièce. « Tiens, dit-il avant de sortir en claquant la porte, je devrais peut-être partir, s'inquiéta Adrien. Je te cause des problèmes dans ta famille en plus. Non, tu ne peux même pas ramper pour l'instant. Ne t'inquiète pas, je vais arranger ça. » Élise sortit de la chambre. Dans la cuisine, Vincent fulminait. « Qu'est-ce que tu fabriques? Tu ramènes un clochard. Tu le serres dans tes bras sous les yeux de ton mari. Je ne le serrai pas dans mes bras. Et ce n'est pas un clochard. On l'a agressé. Je suis médecin. Je ne pouvais pas passer outre. Mais tu peux mettre ta famille en danger, siffla Vincent. Et si ces agresseurs le trouvent ici, on est tous fichus. Ne dis pas de bêtises. Tu ferais mieux de trouver du travail. En quoi es-tu différent de lui? Juste un toit sur la tête. Et encore, c'est le mien. Adrien, lui, au moins, il travaille. Il essaie de s'en sortir. Ah ouais. Eh bien alors, je m'en vais, cria Vincent. Où ça? Chez ta mère? Demanda méchamment Élise. Chez ma maîtresse. Oui, bien sûr. Les chômeurs ont aussi des maîtresses maintenant. Figure-toi que oui, et elle s'appelle Sophie, hurla-t-il en allant faire son sac. Bien sûr, vas-y, passe le bonjour à ta Sophie, qu'elle te supporte maintenant. Qu'il dise la vérité ou non, cela lui était égal. Élise ressentit un soulagement. Léo, qui avait entendu la dispute depuis sa chambre, était mentalement du côté de sa mère. Il se glissa doucement vers Adrien. « Monsieur, vous êtes un héros ?» demanda-t-il. Adrien rit. « Mais non, je suis juste Adrien, celui qui s'est fait taper dessus. Toi, je te connais, Léo. On fait connaissance ?»« D'accord, » accepta le petit. « Tu as des amis? À part ta maman, pas vraiment ?»« Moi non plus, » soupira Léo. « On pourrait être amis. Moi aussi, on m'embête à l'école, surtout Damien Chevalier. Et Madame Dubois ne me croit pas. Elle dit que c'est moi qui cherche la bagarre. Et le père de ce Damien, il ne s'appellerait pas Antoine par hasard ?» demanda Adrien. « Si, » acquiesça Léo. Le visage d'Adrien s'assombrit, puis il sourit. « Tu sais quoi, mon grand? Dès que je serai sur pied, je t'apprendrai quelques prises. Plus aucun Damien la fripouille ne viendra t'embêter. En attendant, fais des exercices, des pompes, d'accord? Super !» s'exclama Léo en serrant Adrien dans ses bras. Chez cet homme qui n'avait jamais connu de famille, quelque chose de chaud se répandit dans sa poitrine. Derrière la porte, Élise regardait avec admiration comment cet étranger, au fond, avait trouvé la clé du cœur de son fils. La blessure de l'offense au cœur de l'enfant commençait à cicatriser. Pendant qu'Adrien reprenait des forces, Léo restait à ses côtés. Élise avait trouvé un emploi temporaire au SAMU. Elle était heureuse que son fils soit sous surveillance. Chaque soir, les deux hommes l'accueillaient à la porte, prenaient ses sacs, la réjouissaient avec le dîner. « Quels hommes! C'est impeccable! C'est comme le paradis !» s'exclamait Élise. « C'est la première fois que quelqu'un prend soin de moi. Attends un peu, quand ma tête ira mieux, on te montrera autre chose. Hein, Léo ?» riait Adrien. « Et si tu guéris, tu partiras ?» s'inquiéta le petit. « Comment je ferai sans toi? Il n'ira nulle part, répondit Élise à la place d'Adrien décontenancé. Tant qu'il ne sera pas remis sur pied, Adrien restera avec nous, d'autant que le bureau de papa est libre. Papa te manque, mon fils? Non, répondit simplement Léo avant de courir débarrasser la table. Ça alors, s'étonna Adrien, il faut vraiment l'avoir poussé à bout. Eh bien, tu vois maintenant comment nous vivions, dit Élise, les larmes aux yeux. Adrien s'approcha simplement et la prit dans ses bras. Son cœur se serrait de douleur pour elle. Un dimanche matin, Élise fut réveillée par des bruits sourds. Elle jeta un œil dans la chambre d'enfant. Adrien apprenait à Léo des prises de combat. « Maman, Adrien me montre des prises. Regarde comme ça marche, » se vantait Léo. « Je faisais du sport avant, du sambo de combat, » répondit Adrien au regard interrogateur d'Élise. « Léo a un grand potentiel, il apprend à la voler. Maintenant, il n'a plus peur de ce gros Damien, n'est-ce pas, Léo? Je vais lui en mettre une s'il cherche. Il ne va pas comprendre. Et ses copains non plus, » dit le fils avec enthousiasme. Élise n'en croyait pas ses yeux. Son Léo avait grandi. Il était devenu un petit homme. Et tout cela grâce à Adrien. Son aversion pour Vincent, qui n'avait pas levé le petit doigt pour son fils, devint encore plus forte.
elle décida d'aider Adrien à tout prix. Leur amitié se transformait manifestement en quelque chose de plus. Claire appela. « Docteur Simon, mais vous avez divorcé ? Je viens de voir votre mari au magasin avec une femme vulgaire. Il l'appelait Sophie. Ils s'embrassaient. Tu as raison, Claire, je divorce, répondit calmement Élise. Pas de surprise, juste une confirmation, comme si on parlait d'un étranger. Le lendemain, elle déposa une demande de divorce. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, la belle rousse Sophie menait Vincent par le bout du nez. « Mon Vincent, je veux ces chaussures, il faut de l'argent, mon frère t'a trouvé un travail, décharger des wagons la nuit, ça paie bien, la journée avec moi, la nuit au travail, c'est parfait, où est mon café? J'arrive, ma chérie » minauda Vincent, regrettant 100 fois d'être parti. Le tribunal avait laissé l'appartement à Élise, sans partage des biens. Vincent découvrait à ses dépens ce que signifiait être utilisé. Une semaine plus tard, Élise fut convoquée à son ancien travail. À l'entrée, le docteur Martin l'attendait avec une délégation du ministère de la Santé. « Voilà l'affaire, Simon », l'a pris à part le médecin-chef. « Chevalier a porté plainte contre vous au ministère, en passant par-dessus ma tête. Une inspection est arrivée. Tiens bon, ça ne sent pas bon. » « Ne vous inquiétez pas, docteur Martin, le rassura Élise. Elle comprenait, l'ancien patient était furieux que son plan d'incendie ait échoué, mais elle ne pouvait pas le prouver à la commission. Elle dut écouter stoïquement des accusations absurdes de négligence et de tentative de corruption. La commission, soudoyée par Chevalier, prit son parti. Le soir, Élise rédigeait sa lettre de démission. « Mais comment est-ce possible ?» s'exclama le docteur Olivier. « Je leur avais pourtant dit que Chevalier se cachait simplement ici. Ils n'ont rien voulu entendre. »« Merci pour votre soutien, » dit doucement Élise. En partant, elle entendit les sanglots de Claire et le lourd soupir du docteur Martin, qui perdait un médecin brillant. « Ne pleure pas, » dit fermement Adrien à Élise en larmes à la maison. « Demain, je commence à travailler. J'ai appelé pour une annonce, ils cherchent des manœuvres. Je vais porter des briques, ça paie pas mal. Toi, tu resteras à la maison te reposer. Tiens, mes économies. » Il lui tendit une liasse de billets. « Demain, allez au cinéma avec Léo, au café, au zoo. Où vous voulez. » Élise ne savait quoi dire. Elle serra dans ses mains l'argent difficilement gagné par Adrien et pleura encore plus fort de bonheur. Il semblait qu'elle avait trouvé son homme. « Maman pleure encore plus fort. Qu'est-ce qu'on fait ?» s'effraya Adrien. « Il faut de la confiture de framboise. Elle adore ça, » répondit Léo d'un air sérieux. « Et le film Pretty Woman. » 5 minutes plus tard, Élise était assise dans un fauteuil confortable, reniflant, mangeant de la confiture avec du thé et regardant son film préféré. Pour la première fois depuis des années, elle ne se souciait de rien. 2 hommes aimés veillaient sur elle. Une semaine plus tard, Adrien fut promu chef d'équipe pour son bon travail. Un jour, une grue déplaçait un conteneur de plusieurs tonnes. Quelque chose tourna mal, l'énorme caisse se décrocha et tomba. Sur la plateforme de chargement se tenait un homme parlant au téléphone qui ne voyait pas le danger. Adrien réagit à la vitesse de l'éclair. Il courut et poussa l'inconnu sur le côté. Au même instant, le conteneur s'écrasa avec fracas, fendant le béton. « Faut faire attention, espèce de distrait !» cria Adrien à l'inconnu, vers qui la sécurité accourait déjà. « Tu m'as sauvé la vie, mon gars. Comment tu t'appelles » demanda celui-ci. C'était le patron de l'entreprise, Maxime Laurent. La police détermina qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat. Le conteneur avait été poussé d'en haut. 1 heure plus tard, Laurent et Adrien étaient assis au restaurant, celui-là même qui appartenait autrefois à Chevalier. Adrien n'arrivait pas à avaler une bouchée. « Pourquoi tu ne manges pas? Ce n'est pas bon, » remarqua Laurent. « Tu es comme un frère pour moi maintenant. Demande ce que tu veux. »« Alors je te demande pardon, » dit Adrien. « J'ai failli accepter de mettre le